Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin ce soir, Jean-Marie Roire, bonsoir, académicien, écrivain, journaliste, auteur du dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson chez Plomb. Bénédicte Chéron, bonsoir, historienne, spécialiste des questions de défense et auteur du Soldat méconnu, les Français et leur armée, état des lieux aux éditions Armand Collin. Guillaume Bigot, bonsoir. Vous êtes essayiste et spécialiste des questions de géopolitique. Frédéric Vincent, bonsoir et bienvenue à vous également. Vous êtes philosophe et psychanalyste et président de l'Association des psychanalystes européens. Merci à tous les quatre d'être ici. Ils sont morts en héros. À nous d'être dignes de leur sacrifice pour les peuples libres. Les noms des héros ne s'effacent jamais. Voilà les mots d'Emmanuel Macron ce matin lors de cet hommage national aux Invalides. Jean-Marie Roire, vous êtes un spécialiste des mots. Vous les trouvez justes, ces mots? Bien sûr. Bien sûr, je trouve que s'il y a vraiment des héros, ce sont ces deux hommes qui sont morts pour la France. Là où je trouve que cette cérémonie est un peu dévaluée, c'est parce qu'on a un traitement qui n'est pas le même. Mais quand le président se déplace pour aller voir les victimes, là, je trouve qu'à ce moment-là, et d'ailleurs c'est toute une politique depuis un certain temps, où on met les héros, les victimes sur le même plan que les héros. Quand vous dites les victimes, vous parlez des otages, pardonnez-moi. Oui, oui. Les otages qu'on va chercher à l'aéroport, si vous voulez, je trouve qu'à ce moment-là, il y a une sorte d'égalisation. Et d'ailleurs, je crois, je parle sous le contrôle des spécialistes militaires ici, mais lorsqu'on a commencé à attribuer la Légion d'honneur à des victimes, que ce soit les victimes du Bataclan, tous ces gens qui ont énormément souffert, c'est pas la question. Je crois que le grand chancelier de la Légion d'honneur avait pris ses distances, parce qu'il a considéré qu'une victime n'est pas un héros. Voilà, c'est tout. Cette victime, c'est très respectable, et je crois que là, il doit y avoir de la compassion pour les victimes. Mais c'est quand même une différence entre Beltrame, le colonel Beltrame, et quelqu'un qui est au mauvais endroit et qui a une bombe qui explose à côté de lui. C'est pas tout à fait la même chose. Et je crois que c'est important qu'on garde bien distinguer les choses. C'est une remarque intéressante, un peu nouvelle, Bénédicte Chéron. Comment vous réagissez à cela? Alors, de deux manières. D'abord, je ne suis pas sûre qu'il y ait une égalisation dans ce qui s'est passé aujourd'hui et ces derniers jours. Il y a bien sûr débat sur la manière dont les présidents, depuis quelques années, ont pris l'habitude d'aller chercher les otages de manière systématique. Je crois que c'est très emblématique de ces habitudes politiques qui se prennent sans qu'on réfléchisse vraiment au sens qu'elles prennent dans la société, qu'elles ont dans la société. Cependant, il y a eu vraiment un écart de rituel extrêmement fort entre l'accueil à Villacoublay samedi des deux ex-otages et ce qui s'est passé ce matin. On a une médiatisation beaucoup plus forte de ce qui s'est passé ce matin. Un rituel militaire qui s'inscrit dans une histoire longue et qui n'a pas du tout la même force, ni visuelle, ni symbolique. Donc là, sur ce plan-là, je pense qu'il y a un écart très net pour les Français qui est assez perceptible. Ma deuxième remarque, c'est que c'est très intéressant de constater qu'on a depuis quelques années, et c'est une étape de plus aujourd'hui, un retour de la présence de l'héroïsme combattant, avec des honneurs qui lui sont rendus de manière visible dans la société, alors qu'effectivement, les militaires, il y a eu vraiment un effacement de l'acte combattant dans la manière dont on parlait des militaires à partir de la fin de la guerre d'Algérie. Et là, depuis 2008, depuis la fin de l'engagement en Afghanistan, il y a vraiment sur ce plan-là un tournant qui est très notable. Et c'est un point qu'on va développer effectivement dans un second temps. Guillaume Bigot, vous êtes d'accord? Il y a eu une forme d'égalisation des otages et des militaires, ou au contraire, il y a eu une distinction réellement faite, puisqu'on a ces deux points de vue-là sur ce plateau ce soir? Je vais me permettre une anecdote personnelle, sans qu'elle soit trop déplacée. Je dirige un groupe d'écoles de commerce et je connaissais une des victimes de Charlie Hebdo. Donc l'émotion était très forte, comme dans tout le pays, et j'ai réuni l'ensemble des étudiants et on a observé une minute de silence. Et puis, il y a une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, la minute de silence, c'est les petits souvenirs militaires que j'ai, c'est réservé aux morts au combat. Et en effet, je suis très d'accord, la victime mérite toute sa place, mais elle a pris bien sûr trop de place dans notre société. Et la victime, le terme qu'il convient, c'est la compassion, c'est souffrir avec la victime. Se mettre à sa place et souffrir à sa place. En revanche, le héros, c'est celui qu'on admire. C'est-à-dire, c'est celui qui élève le regard. Et c'est celui dont l'exemple peut nous élever. Et les paroles du président de la République étaient très justes. En effet, ceux qui sont tombés pour la France nous élèvent. En fait, ils nous élèvent aussi parce qu'ils ont eu non seulement, et on insiste beaucoup, c'est très typique des temps, sur la capacité qu'ils ont eu à sauver des vies. C'est vrai que c'est ce qui donne le sens à ce sacrifice. Mais ils ont aussi mis à mort nos ennemis. Et ça, c'est très important. Une société, si elle veut survivre, c'est une société qui doit être en mesure de se défendre. Il faut faire une différence essentielle entre être pacifique et le pacifisme. En effet, il faut être pacifique. Les démocrates sont pacifiques. Il ne faut jamais chercher la guerre. En revanche, lorsque on est
pris à partie par un ennemi, lorsqu'on est agressé, on doit être en mesure de lui donner la mort. C'est fondamental pour survivre en tant que collectivité. Frédéric Vincent, que vous inspire tout ce qu'on vient d'entendre? Dans tous les cas de figure, je pense que on a besoin de rituels, plus que jamais, puisque l'avantage du rituel, c'est qu'il permet d'homéopathiser le mal, il permet d'atténuer les souffrances, que ce soit pour les victimes, et aussi, je pense aussi aux compagnes de ceux qui sont morts en héros. Aux familles. Dont on a vu l'émotion ce matin. Tout le monde, je veux dire, c'est l'humanité entière qui est engagée derrière cette situation-là. Donc, effectivement, le rituel va permettre, quelque part, d'atténuer toutes ces souffrances, puisque finalement, ce n'est pas seulement la France qui souffre, mais c'est l'humanité, encore une fois, dans son entièreté. Donc, le rituel a cette vocation extraordinaire de pouvoir amoindrir les souffrances et aussi, je dirais, de réunir ce qui est éparse et de rassembler un petit peu toutes les familles, toutes les diversités. Le choix des mots est important, on l'a vu, Emmanuel Macron les a donc qualifiés de héros. Ce n'est pas dénué de sens. Qu'est-ce qu'un héros? Le général Lecointre, chef d'état-major des armées, en a donné sa propre définition ce matin. C'était chez nos confrères de RTL. Je voudrais qu'on l'écoute. Moi, je pense que ce qui fait que nos soldats sont remarquables, c'est qu'ils sont tous les jours héroïques. Et ce qui fait qu'ils sont remarquables, c'est là, en l'occurrence, et c'est ce à quoi nous sommes tous très sensibles, qu'ils ont sauvé des vies. Mais la réalité, c'est qu'ils exposent leur vie tous les jours pour aller au combat contre un ennemi qui, s'il gagne la guerre que nous sommes en train de conduire contre lui, menacera beaucoup plus que la vie de 2 otages. Et c'est en cela que nos soldats sont héroïques. Parce qu'ils acceptent tous les jours de courir des dangers, parce qu'ils veulent protéger notre pays, notre société. Quant à la polémique sur l'imprudence supposée des 2 otages français, la question n'est pas là, selon lui. Écoutez. Je ne veux pas porter de jugement. C'était pas la question, si vous voulez. La question, c'était de combattre les terroristes, comme nous le faisons depuis des années au Sahel, et de le faire là, en l'occurrence, en mettant à profit les moyens qui étaient en place pour libérer ces otages. Bénédicte Chéron, c'est justement ça la définition du héros, c'est celui qui donne sa vie pour l'autre sans jugement. Alors, il y a beaucoup de définitions du héros, en fait, dans l'histoire, et on sait que l'héroïsme est une notion extrêmement fluctuante. Et, en fonction des époques. Voilà, et en fonction des époques, des contextes. On sait même qu'on peut avoir des héros qu'on reconnaît par communauté d'affinité, qui ne sont pas forcément des héros nationaux. Enfin, voilà, c'est une notion qui est en fait assez compliquée sur le plan... Assez relative. Voilà, assez relative. Après, il y a des moments où on a l'impression, effectivement, il y a une espèce d'objectivité de l'acte héroïque. Et là, tout est réuni, parce que non seulement ils n'ont pas subi, c'est-à-dire que c'est eux qui sont allés, qui ont été actifs, ils n'étaient pas passifs dans ce qui s'est passé, ils n'ont pas reçu la mort de manière passive, et ils y sont allés pour sauver des gens. Donc effectivement, il y a une alchimie très particulière qui se produit dans ces circonstances, à partir du moment également, et je pense que ça joue, où on a un processus de médiatisation très rapide derrière, qui fait que dès le lendemain, on a une conférence de presse avec une histoire qui est racontée par le chef d'état-major des armées lui-même, avec Florence Parly, ministre des Armées, à ses côtés, avec un grand luxe de détails, ce qui n'est pas complètement ordinaire dans les opérations militaires. Souvent, il faut du temps pour arriver à reconstituer complètement ce qui s'est passé sur le terrain. Donc il y a aussi toute cette médiatisation qui joue dans le fait que les Français ont tout de suite, dès le lendemain, en fait, été au courant de ce qui s'était passé, avec un récit qui est vraiment un récit épique, pour le coup, au sens historique du terme, et où on a des personnages, si je puis me permettre cette banalité, voilà, qui réunissent toutes les caractéristiques du héros guerrier tel qu'on le connaît, de manière dans le temps long, depuis l'Antiquité, avec aussi des héritages médiévaux. Donc il y a vraiment quelque chose qui se noue. Et de dire sans jugement, c'est fort de dire cela aussi. Guillaume Bigot, peut-être. C'est-à-dire sans jugement que ces hommes et ces femmes vont sauver leur vie sans jugement préalable sur l'imprudence éventuelle de telle ou telle personne qui serait allée dans une zone dangereuse. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils vont même tuer, au-delà de choquer, ils vont tuer sans haine. Faire la guerre, c'est pas mettre à mort des hommes par haine, c'est mettre à mort des hommes par devoir, et c'est complètement différent, au nom d'une cause qu'on estime supérieure à sa propre vie. Donc dans la dimension de l'héroïsme, il y a quelque chose qui dépasse la vie humaine, qui dépasse non seulement le bon plaisir individuel, et on voit bien que la séquence mai 68 antimilitarisme au sens historique est dépassée, on n'est plus dans le bon plaisir individuel et dans le fait que l'individu serait à lui-même sa propre fin. On n'est même pas dans l'affect. Non, mais dans le cas de ces deux maîtres commando marines, on est presque dans le super-héros vrai. C'est-à-dire qu'ils sont bien sûr tout à fait réels et vrais, mais ce sont des hommes hors normes. On peut parler presque d'une sorte d'aristocratie. Ce sont des gens qui sont ultra sélectionnés sur un plan physique, ultra sélectionnés même sur un plan intellectuel. Ils sont surentraînés. C'est pas monsieur et madame tout le monde. Alors, évidemment, il y a le fait qu'ils sortent de notre pays. Ils représentent, ils incarnent la meilleure part de nous-mêmes. Ça, c'est vrai. Mais ce que la France a refoulé,
c'est qu'à Verdun, il y avait 147 000 Alain Bertoncello. C'est que même pendant la Seconde Guerre mondiale, où on nous a versé des poubelles sur la tête pendant plus de 50 ans, en nous expliquant que nous étions tous des Dupont-Lajoie, en fait, il y a presque 200 000 hommes qui ont donné leur vie contre le nazisme. C'est ça la vérité. La France, c'est la nation la plus guerrière du monde, la plus héroïque du monde. À part Sparte, aucune nation n'a payé un tel prix. Aucune. Jean-Marie Roy. C'est très très juste. Et je vous remercie de rendre hommage, en effet, à ces héros de 40, qui sont complètement, qui non seulement oubliés, mais on l'a considéré comme des lâches. Et des gens simples parfois, très simples. C'est effrayant. Non, je voudrais dire que, d'abord, on peut s'interroger, et je crois que beaucoup de spécialistes militaires s'interrogent, sur cette cérémonie même. Est-ce que ce n'est pas donner à l'ennemi le sentiment de son importance, et que nous sommes profondément atteints? Ça, c'est une question. Alors là, je laisse ça aux militaires, mais c'est vrai que ça me frappe. Que Frédéric Vincent ça me frappe, parce que, en effet, on a l'impression que quand il y a un mort chez nous, c'est une catastrophe, c'est effrayant. Alors, le président de la République intervient. Je crois que c'est différent. Mais en effet, sur le héros, sans jugement, un militaire, par principe, il n'a pas à avoir de jugement sur ce qu'on demande d'accomplir. Et il y a une question très intéressante, c'était quand le général de Gaulle s'est opposé à Édouard Herriot sur les décorations données à l'armée de Vichy, et qui avait combattu contre les forces françaises libres en Syrie. Et Édouard Herriot voulait qu'on leur supprime leur médaille. Et de Gaulle, et c'est ça qui est formidable, a dit non, il faut leur conserver leur médaille. Ils ont obéi aux ordres. Frédéric Vincent. Je pense que, pour définir le héros, je pense que par excellence, le héros, c'est celui qui fait face au tragique. C'est celui qui sort de sa zone de confort. C'est un peu Bilbo le Hobbit qui sort de sa comté et qui affronte, je dirais, les forces du Mordor. Et c'est ça qui est exemplaire chez le héros, c'est qu'il transgresse quelque part, je dirais, l'existence inauthentique. Il rentre dans l'authenticité. Et des héros, effectivement, on en a plein tous les jours. On oublie, moi, mon grand-père, Gilbert Quédem, était mineur de fond. Il est mort silicosé. Pour moi, il est mort en héros. Il a sacrifié son corps. Pardon, monsieur, de vous interrompre, c'est pas pour entamer une polémique avec vous, mais Bilbo le Hobbit, ça me paraît très intéressant, parce que pour illustrer ce qu'est un héros réel, vous prenez un exemple absolument qui est de l'héroïque fantasy. Or, on voit bien comment l'héroïque fantasy a envahi en fait nos esprits, et que pour les jeunes générations, il ne peut pas y avoir de héros réels. Et c'est en ce sens que cette cérémonie est importante, parce qu'elle rappelle que les héros font partie de nous. Il y a vraiment une évolution là-dessus qui est très intéressante à noter. À la fin, en 1997, il y a une sociologue qui s'appelle Anne Muxel qui a demandé à une cohorte très importante de jeunes de 18 ans qui passaient leur bac, qui étaient leurs héros. Et à l'époque, arrivaient en tête des journalistes, des personnels humanitaires, d'ONG, des figures du type Mère Teresa ou Gandhi, et des super-héros de fiction. Et les corps en uniforme, les corps habillés, comme on dit, donc policiers, pompiers, militaires, n'étaient pas cités sauf les pompiers et les casques bleus pour les militaires, mais avec des très très peu de citations. Et quand on observe maintenant la manière dont les jeunes Français, alors on n'a pas le même type d'enquête exactement, mais ceux qui choisissent de s'engager dans les armées ne le font plus par défaut, comme c'était le cas dans la fin des années 90. Parce qu'ils n'avaient pas de carrière. Parce qu'on leur expliquait, viens dans les armées, t'auras un emploi, une qualification. Aujourd'hui, les jeunes Français qui s'engagent dans les armées déclarent majoritairement le faire pour servir leur patrie. Donc il y a vraiment des évolutions générationnelles qui sont extrêmement notables sur ce plan-là, qui expliquent aussi, je pense, que ce qui s'est passé, que ces hommages nationaux, alors ils sont toujours très ambivalents, hein, je suis d'accord avec vous, l'interprétation du sens d'un hommage national est évidemment beaucoup plus complexe que le simple cérémonial qu'on a vu ce matin. Mais ces hommages nationaux ont aussi pris une ampleur nouvelle parce qu'il y a des écarts générationnels qui permettent que la médiatisation se fasse de manière différente, que ce soit reçu par les Français, parce que de telles cérémonies dans les années 80 n'avaient pas exactement la même connotation dans la société française. Mais moi, il me semble que vous savez, ce mélange que vous évoquez entre les héros imaginaires, je crois que la vocation d'un héros, c'est de venir rentrer dans l'imaginaire. Nourrir l'imaginaire. Et que, justement, moi, je crois que le héros, c'est quelqu'un qui défend des valeurs universelles. Mais on pourrait, et je ne voudrais pas ramener à ma paroisse, mais aux héros de romans. Mais si, bien sûr. Les héros de romans sont aussi très utiles. Jean Valjean est un héros qui est un héros positif. Je crois que c'est nécessaire. Il n'y a pas seulement que des héros qui sont, en effet, des héros militaires. Je crois que si Napoléon avait donné la Légion d'honneur, justement, aux professions civiles, ce qui voulait bien montrer que ce qui était important, c'est les gens qui agissaient dans leur domaine et qui devenaient, finalement, ils maintenaient le domaine de l'esprit. Voilà. Le domaine de l'esprit et l'héroïsme, les grands héros, les moines de Tibérine à leur manière,
par leur choix, qui ne sont pas du tout des victimes, mais qui sont des gens qui sont allés au-devant pour témoigner de leur foi, pour moi, ce sont des héros. Alors, ce ne sont pas du tout des victimes. Guillaume Bigot, et ensuite on passe à la troisième partie. Oui, ce qui est dit tout à l'heure est très juste. Il y a une dimension de tragique. Souvent, il y a la mort dans l'héroïsme, bien sûr. Il y a le fait de passer à la postérité. C'est intéressant parce que les héros grecs, c'était des gens qui venaient du monde de l'immortel, ils venaient de l'Olympe, c'était des dieux qui descendaient sur Terre. Et là, c'est l'inverse, ce sont des gens qui sont mortels, mais qui accèdent à une forme d'immortalité, en tout cas dans la mémoire des hommes. Leur bravoure, leur courage, leur héroïsme a évidemment été salué par tous, mais ça va peut-être au-delà de ces qualités individuelles. Ne participe-t-il pas aussi à la construction de notre mémoire à tous, de notre récit national? Pour cela, je voudrais qu'on écoute les mots de François-Xavier Bellamy. Il est en meeting lorsqu'il a réagi à la mort de ces 2 militaires. C'était il y a quelques jours à Clermont-Ferrand. Écoutez, les mots sont intéressants. Ce n'est pas seulement des otages qu'ils ont sauvés. C'est nous tous qu'ils sauvent aujourd'hui. En montrant qu'une société est plus qu'une addition d'individus qui poursuivent leur propre intérêt. En montrant que ce qui fait un pays, que ce qui fonde une nation, ce sont les liens qui nous engagent jusqu'à l'absolu, jusqu'au bout, jusqu'au don total de soi. Frédéric Vincent, je m'adresse aux psychologues, aux psychanalystes et aux philosophes que vous êtes. Est-ce que ces héros font de nous une nation? Et si oui, pourquoi? Parce qu'on s'identifie à eux? Ils construisent notre mémoire, notre récit national? Je pense qu'ils construisent surtout notre humanité, ce que nous sommes. Je veux dire, c'est pas simplement un contexte national, je pense que ça va bien au-delà, puisque derrière le geste héroïque, il y a justement cette projection. On parlait tout à l'heure du roman, de l'imaginaire, et je le rappelle souvent que l'imaginaire est parfois plus réel que le réel. Donc il n'y a pas à distinguer, hein. Je sais que c'est une obsession très cartésienne de vouloir distinguer le réel, l'imaginaire, mais en fin de compte, ces deux réalités s'entremêlent et forment quelque chose qui fait partie entièrement de la vie quotidienne. Donc il n'y a pas l'histoire d'un côté et la mythologie de l'autre, non, tous les deux sont mêlés. Et donc effectivement, il y a une mythologie derrière ce geste. Il y a toute une mythologie qui est en train de se créer. Et les gens ne cessent de créer. Notre société, c'est le ciment, bien sûr. Il n'y a pas de société sans imaginaire, sans mythologie. Il y a un non-dit qui est extraordinaire, en fait. Parce que c'est l'Europe. Personne n'ira mourir pour le drapeau européen. Personne n'ira mourir pour la zone euro. Personne n'ira mourir pour Juncker. Donc on voit bien que ce qui ressurgit, c'est un impensé national, en fait. C'est la réalité de la France. Alors je suis complètement d'accord. Il y a une dimension universelle, et c'est l'humanité, mais en même temps, cette humanité, elle s'incarne. Exactement comme nos esprits et nos imaginaires s'incarnent dans un corps, la diversité humaine s'incarne dans soit des nations, soit des cités, soit des empires. Donc elle est limitée. Elle prend une forme politique, bien sûr. Un exemple, ça me paraît de Jean Moulin. Jean Moulin, qui est vraiment une création du général de Gaulle, qui a donné son ampleur. Je veux dire, le sacrifice de Jean Moulin a existé, mais il lui a donné, grâce à Malraux, à la littérature, il lui a donné une ampleur extraordinaire. Et alors là, je crois que c'est fondateur, c'est montrer qu'il y a des hommes sur lesquels s'appuie l'esprit d'une nation. C'est une question qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que là, aujourd'hui, il y a une espèce de consensus national. Ouais. En tout cas, ceux qui ne penseraient pas ça ne le disent pas à haute voix sur le fait que les 2 défunts qui ont été honorés aujourd'hui sont des héros français. Il n'y a que le temps de l'histoire qui dit ce que devient cette figure, qui est une figure pour l'instant très présente, très contemporaine. On en a une autre qui a marqué aussi les esprits, Arnaud Beltrame. On voit d'ailleurs qu'il y a une évolution, parce que pour Arnaud Beltrame, il y a eu un traitement médiatique globalement qu'il a beaucoup d'abord dans un premier temps considéré comme une figure sacrificielle. On a oublié qu'il était entré dans le supermarché à Trèbes non pas pour mourir mais pour agir au risque de perdre sa vie, ce qui n'est pas exactement la même chose. Sur ces 2 défunts d'aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'ils ont combattu avant de mourir, mais il n'y a que l'histoire dans le temps long qui permet de savoir si la figure laisse une trace ou pas. Alors, il y a des choses qui sont très notables. On l'avait vu pour Arnaud Beltrame, on le commence déjà à le voir pour Cédric de Pierrepont et Alain Bartoncello. C'est quand on donne le nom c'est incroyable que vous parliez de ça, parce que j'ai préparé une liste. Aux rues, aux écoles, aux collèges, aux lycées. Or, ça a été le cas pour Arnaud Beltrame. Et je vais vous laisser poursuivre. C'est déjà envisagé pour les 2 d'aujourd'hui. Je vais juste donner effectivement les quelques exemples pour rappel pour nos téléspectateurs qui l'auraient oublié. Colonel Arnaud Beltrame, le 23 mars 2018, lors de l'attaque terroriste d'un supermarché de Trèbes dans l'Aube, il donne sa vie pour sauver une otage. Et depuis, écoutez bien, plus d'100 de communes françaises ont baptisé une place, une avenue ou un chemin au nom
nom du gendarme. Quelques exemples, une fresque dans les Yvelines, un complexe sportif en Haute-Saône, un rond-point en Saône-et-Loire, une école dans le Tarn et j'en passe. Le gendarme a même été honoré hors de nos frontières. Une salle opérationnelle Colonel Arnaud Beltrame a été inaugurée dans les locaux d'Europol, à La Haye, aux Pays-Bas. La police de Londres a gravé un bracelet en son honneur. La police polonaise lui a décerné une médaille à titre posthume. Bénédicte Chéron, pardon, je vous ai coupé, mais ce sont des exemples très concrets. Ce sont des exemples très concrets. J'en ai un autre qui est aussi très significatif, c'est que dans des artistes de rue, comme on dit pour certains graffeurs, par exemple, certains très connus, comme C215, dont on parle de manière régulière, ont, dès le lendemain de la mort d'Arnaud Beltrame, peint son portrait, fait une fresque dans une rue en banlieue parisienne, me semble-t-il. Or, ce C215, c'est aussi un artiste qui a fait des portraits de poilus de Verdun et de poilus de la guerre de 14-18 qui ont été exposés dans les douves des Invalides récemment. C'est quand même dangereux. Donc ça veut dire qu'il y a ce sont des portraits qui sont esthétiquement très réussis. C'est dangereux d'en avoir une vision de l'histoire que de l'instantané, de l'instant, sur les 6 mois qui... Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est d'avoir une vision médiatique de notre histoire. Ça veut dire que ça justifie qu'on ne se plonge pas dans notre histoire où il y a quand même des héros extraordinaires. Vous en avez évoqué un certain nombre. En effet, en 40, en 14, à toutes les périodes de notre histoire, on a eu dans notre histoire de France. C'est ce que j'étais en train de dire en évoquant les portraits des poilus de Verdun. C'est dangereux. C'est dangereux qui laissent une trace et de ne voir que l'instantané. De ne voir que le médiatique se dire... C'est-à-dire que c'est trop tôt pour leur donner des noms de rue, vous voulez dire? Parce que ce sera aux historiens de juger. Vous n'allez pas... Ce sont des gens formidables, et tant mieux si on s'intéresse à eux. Néanmoins, pour ce qui est de donner des noms de rue, voilà, il ne faudrait pas que ça soit... Dès qu'il y a une figure qui arrive à la télévision, voilà, à mon avis, on pourrait aussi, pour que les gens prennent conscience que ce n'est pas simplement des héros, il n'y a pas des héros simplement aujourd'hui, mais que nous avons une histoire qui est tissée par les héros. Il me semble que ces noms n'effacent pas les héros précédents, mais qu'ils viennent s'y ajouter. En fait, souvent, les militaires qui regrettent que leurs noms ne soient pas... Enfin, que les noms de ceux d'entre eux qui ont eu des actes héroïques au combat... Surtout dans ce genre de régiment. En opération extérieure depuis la fin de la guerre d'Algérie, on méconnaît absolument l'histoire de ces opérations extérieures. C'est quelque chose qui, pendant longtemps, jusqu'à l'Afghanistan, a été vraiment très peu raconté. Et il y a un moment où, pour que ces noms, si on veut que cette histoire soit connue, pas forcément pour susciter l'admiration, pas forcément pour édifier les foules, mais simplement aussi pour que les Français comprennent les guerres qui sont menées en leur nom, ce que vivent des militaires qui sont envoyés à l'étranger en leur nom, ce qui n'est pas un petit débat, eh bien, il faut des traces physiques. Ça veut dire que, effectivement, quand un collège porte le nom d'une personne, ça incite à se poser la question du destin de cette personne et de sa place dans l'histoire. Guillaume Bigot, il nous reste 2 minutes. Je trouve que c'est... Si vous allez dans une société comme la société américaine, ou la société russe, ou la société chinoise, vous voyez qu'ils sont pleins de héros. Ils ont leurs propres héros. Et pendant une phase de 50 ans à peu près, la France n'a plus quasiment, à la fin des années 70, que des héros américains. On voit bien que dans la culture populaire, vous avez Belmondo, vous avez Alain Delon, et puis d'un seul coup, crac, on se retrouve avec Gérard Jugnot. Voilà, Pinot, simple flic. C'est ça la représentation imaginaire du français par lui-même. Et on est en train de sortir de ça, et de sortir par le haut. Alors évidemment, il y a quelque chose d'un peu trop haut. Ce ne sont pas des soldats ordinaires. Et en plus, ce qui atténue non pas leur bravoure, parce qu'elle est extrême, évidemment, mais ce qui atténue peut-être leur héroïsme, c'est que c'était leur honneur, leur métier, leur engagement, et qu'ils se sont entraînés toute leur vie pour arriver à ce stade. Or, la figure la plus héroïque, qui est vraiment une figure presque légendaire, mais qui en même temps est une figure réelle, c'est Jeanne d'Arc, dont Malraux disait c'est la seule figure de gloire qui fut aussi une figure de pitié. Et c'est peut-être la plus française de toutes parce que c'est une femme qui n'est rien, une paysanne qui était illettrée et qui va sauver tout un pays. Ce n'était pas la vocation ni la mission première. Qui va sauver tout un pays, qui ne va même pas d'ailleurs donner la mort elle-même. Frédéric Vincent, pour conclure. Alors, il n'y a aucune société au monde qui puisse faire l'économie des héros. Dans toutes les sociétés de l'humanité, que ce soit chez les Namikwara, les aborigènes, les Esquimaux, quel que soit le pays, il y a des héros. Pour autant, tous les pays, toutes les sociétés n'ont pas forcément une politique, comme c'est le cas chez les Guayakis, chez les Nambikwa ou ailleurs, comme l'a démontré Pierre Clastres. Mais par contre, le héros est vraiment peut-être l'archétype le plus universel qui soit. Merci beaucoup à tous les 4 pour ce grand débat très éclairant, qui n'était pas d'ailleurs un vrai débat d'ailleurs. Merci beaucoup d'y avoir participé.